Pour faire la vaisselle, pour se laver ou pour boire, nous nous servons de l'eau tous les jours. Et dès notre plus jeune âge, nous savons tous que l'eau, ça mouille. Mais pourquoi? En région parisienne, Nalia et Nessa, comme tous les enfants, se posent cette question simple. Et du côté des plus grands, on saurait répondre? C'est une très bonne question. Je sais pas, il y a une différence de matière, je sais pas. Okay. Parce que c'est un liquide? Ouais, c'est parce que c'est un liquide. Tous les liquides mouillent? Je sais pas du tout. Pour savoir pourquoi l'eau, ça mouille, intéressons-nous tout d'abord à sa structure moléculaire. Retour à Sorbonne Université, dans le laboratoire d'Étienne Ressa, chercheur. L'eau, c'est une molécule assez simple qui contient 3 atomes, dont 2 sont pareils. Il y a un atome d'oxygène, et puis chaque atome d'oxygène est relié à 2 atomes d'hydrogène. L'eau, ce sont des milliards et des milliards de molécules comme celle-ci, toutes identiques. On va regarder ça d'un petit peu plus loin, et je vais représenter ces molécules par des points, comme ça, des petits points. Et des molécules en général, elles ont tendance à s'attirer les unes les autres. Donc elles préfèrent être ensemble, groupées. C'est la raison pour laquelle l'eau aime bien se trouver sous un état condensé liquide. Si l'eau a cette forme liquide, c'est parce que les molécules s'attirent en permanence. Mais selon le support, elles restent plus ou moins groupées et donc ne le mouillent pas de la même façon. Pour le physicien, dire qu'un liquide mouille une surface, ça veut dire qu'il s'étale sur cette surface. Alors, on va vous montrer que, suivant la surface solide qu'on choisit, le même liquide peut s'étaler plus ou moins, c'est-à-dire qu'il peut mouiller plus ou moins la surface. Démonstration. Notre spécialiste va disposer une goutte d'eau sur des supports différents. De droite à gauche, la nature chimique des supports change. Plus je vais vers la gauche, plus j'ai des supports qui sont hydrophobes. Un support hydrophobe est un support qui repousse les molécules d'eau. C'est le cas de cette plaque de verre recouverte de suie, tout comme le tissu de nos parapluies. L'eau s'étale un peu plus sur du téflon, encore plus sur du plastique, et elle s'étale complètement sur une plaque de verre propre. Et contrairement aux idées reçues, vous allez voir que tous les liquides ne s'étalent pas de la même manière. J'ai ici une bouteille d'huile de cuisine. Et on va faire la même expérience en déposant des gouttes d'huile sur les mêmes surfaces que celles où on a déposé de l'eau. Cette goutte est plutôt moins haute que la goutte d'eau que j'ai déposée tout à l'heure, ce qui veut dire que l'huile a tendance à s'étaler plutôt mieux que l'eau sur cette même surface. Quels que soient les supports testés, la goutte d'huile ne s'étale pas de la même manière que la goutte d'eau. L'huile a une composition chimique différente que l'eau. Ce n'est pas les mêmes atomes qui composent la molécule et puis ils sont organisés différemment. Voilà pourquoi on dit que l'huile est plus mouillante que l'eau. À l'inverse, il existe un liquide qui ne mouille pas du tout, c'est le mercure. Regardez, il roule sur le support. Récapitulons. Si l'eau mouille, ce n'est pas seulement parce que... C'est liquide. Mais tous les liquides mouillent? Cela est dû aux propriétés physiques de la molécule d'eau. Et l'eau mouille plus ou moins en fonction de son support. Pull en laine, blouson en cuir, jean, imperméable, ça change tout. Sur de la toile, elle s'étale beaucoup, mais beaucoup moins sur un imperméable. Un support qui réagit de façon étonnante lorsqu'il est en contact prolongé avec de l'eau, c'est notre peau. Nous l'avons tous remarqué, à la mer ou même en faisant la vaisselle, quand nous passons beaucoup de temps dans l'eau, la peau de nos doigts se fripe. Mais pourquoi? Édouard Kierlich, physicien, nous dit tout. Alors, quand on plonge les mains pendant plusieurs minutes dans l'eau, le système nerveux s'en rend compte et il provoque le rétrécissement des vaisseaux sanguins qui parcourent l'épiderme dans la peau. Conséquence, elle se met à friper et à gondoler. Si notre corps réagit de cette façon, c'est pour une raison bien précise. Lorsque l'on a les doigts gondolés et fripés, ça nous permet de mieux saisir les objets mouillés ou de mieux nous accrocher ou de ne pas glisser. Pour ça que cela concerne avant tout les mains et les pieds et pas le reste du corps. Incroyable! Notre corps s'adapte de façon instinctive et en quelques minutes à peine au milieu aquatique. Et ce n'est pas sa seule réaction. Quand nous sommes mouillés, nous ressentons une sensation de froid, même quand dehors il fait chaud. Pour quelle raison? On sait que l'eau s'évapore naturellement.
Quand l'air est très humide, l'évaporation est lente. Quand l'air est bien sec, en revanche, l'évaporation est rapide. Mais ça ne suffit pas. Pour que l'eau s'évapore, elle a besoin d'énergie. Autrement dit, de chaleur. Quand on pose une casserole mouillée sur le feu, elle sèche vite grâce à cet apport de chaleur. Pour notre corps, c'est pareil. Alors imaginons maintenant, les filles, que vous avez de l'eau sur votre main ou sur votre corps. Où est-ce que l'eau va trouver son énergie pour s'évaporer? Elle va pomper l'énergie de notre peau, notre chaleur, et c'est ce prélèvement d'énergie qui nous donne cette sensation de froid. Voilà pourquoi, quand nous sortons de la douche, nous avons toujours un peu froid. En s'évaporant, l'eau capte la chaleur de notre corps, ce qui nous refroidit. Dans la série des questions farfelues sur l'eau, voici la dernière. Sous la pluie, pour être le moins mouillé possible, vaut-il mieux courir ou marcher? Marcher, parce qu'on va moins vite à la rencontre de l'eau qui tombe. Moi, je pense que je serais quand même moins mouillé en courant quand même. Ah, quoique, je sais pas, c'est dur comme question, j'en ai aucune idée. Quand j'ai pas le choix, ouais, je cours. La question peut paraître bête, mais la science a une réponse. Accrochez-vous, elle n'est pas évidente. Prenons le cas le plus simple. La pluie tombe parfaitement verticalement. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lorsque l'on marche, les surfaces de ton corps qui vont être mouillées, c'est plutôt la tête et plutôt les épaules. En revanche, si tu marches, tu vas passer beaucoup de temps sous la pluie. Si tu cours, tu vas non seulement avoir la tête et les épaules de mouillées, mais aussi ton torse. Pourquoi? Parce que tu auras l'impression que la pluie arrive de face. Donc, tu as plus de surface de mouillée, mais tu vas passer moins de temps sous la pluie. Et quand on fait le bilan des deux, on se rend compte qu'il faut mieux courir. Donc, sous une pluie verticale, il vaut mieux courir, car nous serons mouillés sur une surface certes plus grande, mais pendant un temps restreint. Sauf que très souvent, avec le vent, la pluie est oblique. Et là, que faut-il faire? Quand le vent vient de face, donc la pluie nettement de travers, on a toujours intérêt à courir. Si le vent est dans le dos, on peut essayer de courir à la vitesse du vent. Parce que pour notre corps, tout se passe comme si la pluie tombait verticalement. Et là, on est moins mouillé. Donc, quand vous avez le vent de face, il vaut mieux courir le plus vite possible. Par contre, si le vent vient de dos, l'idéal est de se caler à la même vitesse que le vent. Mais quoi qu'il en soit, sur une longue distance, il est fort probable que vous finissiez trempé. Reste une solution approuvée par la science, le parapluie. Vous l'aurez compris, quand on dit familièrement que l'eau mouille, il s'agit plutôt de ces molécules qui s'étalent plus ou moins selon les supports. Et quand la peau de nos mains ou de nos pieds se fripe, notre corps cherche en fait à nous protéger. À Sceaux-les-Chartreux, en région parisienne, chez Yael et Romy, on aime les gourmandises. Viens, on va se faire du popcorn. Ah ouais? Sucré ou salé? Sucré. Au fond de ces boîtes, bien cachés, des grains de maïs spécial popcorn. Il suffit de les mettre 2 minutes au micro-ondes pour que la magie opère. Ah, ça a fait un bruit. On va avoir plein de popcorn. On dirait vraiment un feu d'artifice. C'est prêt? Je peux en prendre un. C'est bon. Oui. Tellement bon que les filles décident d'en refaire, mais avec une petite variante. On va essayer de faire du popcorn avec un épi de maïs. Ah oui, ça devrait être bien. Et pourtant, Ça marche pas. Bah oui, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas marcher. d'un côté, les filles ont obtenu du popcorn, de l'autre, juste du maïs chaud. Pourquoi? Pas de mystère, c'est en fait une question de physique. Yael et Romy ont rendez-vous à Sorbonne Université. Jean-Michel Courty, physicien, va tout leur expliquer. Bonjour. Bonjour. Ce matin, on a essayé de faire du popcorn avec un épi de maïs, mais ça marchait pas. Comment ça se fait? C'est normal, vous avez plusieurs sortes de maïs et pour faire le popcorn, il faut des grains qui puissent faire pop, c'est-à-dire qui puissent exploser. Avec ce maïs-là, l'écorce est très fine et donc c'est pas suffisamment solide et ça se déchire.
En revanche, avec ces grains de maïs spécial pour le pop-corn, la coque est très solide. C'est le premier secret du pop-corn. Partir d'une variété de maïs avec une enveloppe très dure. Le plus courant, le butterfly. Mais alors, c'est pas le même maïs qu'on mange dans la salade? Ben non, le maïs qu'on mange dans la salade, il faut des grains qui soient gros et tendres. Avec le maïs à pop-corn, l'écorce, ça craquerait sous la dent. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un grain de maïs? Eh bien, à l'intérieur d'un grain de maïs, il y a des petites billes d'amidon qui sont légèrement humides. Le maïs à pop-corn est 3 à 4 fois plus sec que le maïs que l'on consomme dans les salades. Son humidité doit être précisément de 14%. C'est le deuxième secret. Quand on chauffe, l'amidon qui était solide devient pâteux. Et puis, l'eau qu'il y a à l'intérieur s'évapore. Ça fait de la vapeur d'eau sous pression à l'intérieur du petit grain. Comme la coque est solide, la pression monte. Et à un moment donné, la pression elle est tellement grande que le grain va exploser et les petites billes vont gonfler comme plein de petits ballons. Et à la fin, on obtient du pop-corn avec un volume qui est 30 fois plus grand que celui du grain de maïs. Et oui, à pression ambiante, la vapeur d'eau occupe un volume 1000 fois plus grand que l'eau liquide. Pour comprendre ce phénomène, faisons une expérience. Alors, j'ai un sac plastique, on va dire que c'est l'écorce du grain de maïs. Et quand on fait chauffer le grain de pop-corn, c'est la vapeur d'eau qui augmente de pression. Mais comme je ne veux pas chauffer le sac plastique, je vais injecter de l'air comprimé. Attention, regardez bien, ça va vite. C'est la même chose qui se passe avec les grains de pop-corn. Quand la pression est suffisante dans le grain, l'écorce explose. Mais à quelle température les grains de maïs explosent-ils? Pour le savoir, retrouvons Alexandre Ponomarenko, chercheur à l'ENS Lyon. Notre scientifique fait chauffer des grains de maïs à pop-corn sur une plaque en testant plusieurs températures. L'objectif, trouver la température idéale. À 300 degrés sur la plaque, donc environ 150 degrés dans les grains, après avoir attendu quelques minutes, on observe qu'aucun grain n'a explosé. Donc on va augmenter la température jusqu'à 370 degrés sur la plaque, ce qui fait à peu près 180 degrés dans les grains. Et là, tous les grains se mettent à éclater en faisant ce célèbre bruit. On pense souvent que c'est l'explosion du grain de maïs ou le fait qu'une pétale du popcorn tape sur une paroi. En fait, c'est l'éjection de vapeur d'eau depuis le grain qui va générer ce fameux pop. Il faut donc une température de 180 degrés à l'intérieur de l'enveloppe. Et n'essayez pas directement une température plus élevée, car à 250 degrés, les grains brûlent complètement. Retour à Sorbonne Université. Yael et Romy ont une dernière question. Ce matin, j'avais trouvé des grains de maïs qui n'avaient pas explosé. Ah oui, comment ça se fait? Je vous propose de faire l'expérience. Ça, c'est des grains qui vont exploser, et ces grains-là, ils vont pas exploser. Ha ha. Pourtant, en apparence, ce sont les mêmes. Alors, vous voulez savoir ce que j'ai fait? Oui. Eh bien, j'ai pris les grains, et chacun des grains, avec la pointe des ciseaux, j'ai fait un petit trou. Alors, pourquoi ils n'explosent pas? Ben parce que quand l'eau s'évapore, la vapeur d'eau s'en va par le petit trou, et c'est comme une cocotte minute dans laquelle on n'aurait pas mis le couvercle. La pression n'augmente pas. Les grains qui n'explosent pas ont donc un défaut sur leur enveloppe. Et dites-nous tout, peut-on souffler d'autres céréales à la maison? Par exemple du blé, du quinoa ou du riz? Comme le maïs, toutes ces céréales sont constituées d'amidon. Donc, dans le principe, on peut les souffler. Ah bon? Alors si on essayait avec du riz? Le pop-corn de riz est un échec total. Tout a brûlé, rien n'a gonflé. Ces autres céréales n'ont pas de coque ou juste une petite peau, ce qui fait que lorsque l'on chauffe, la vapeur d'eau s'échappe du grain et petit à petit, celui-ci se dessèche et se carbonise. Les céréales industrielles sont soufflées dans de grandes cocottes minutes bien particulières que nous n'avons pas chez nous. Bon bah merci Jean-Michel. On a tout compris sur le popcorn. Au revoir. Au revoir, mesdemoiselles.
Aujourd'hui, le pop-corn se met au goût du jour avec des saveurs étonnantes. Parmesan, curry, caramel beurre salé, framboise, difficile de résister. Quand je grignote du popcorn, c'est comme à l'apéro. Je mange, je peux plus m'arrêter. À un moment, je me dis, oula, attends. Et à votre avis, fait-il grossir? On a l'impression de manger un peu de l'air, mais je suis sûre qu'il n'y a pas que de l'air. Réponse avec Corinne Chiche-Porty-Chayache, médecin nutritionniste. Le popcorn nature n'est pas très calorique, il a des qualités nutritionnelles intéressantes qui sont celles finalement des céréales, donc une richesse en glucides complexes, une richesse en fibres, une richesse en protéines végétales et même en fer notamment. Donc, les pop-corn nature, en quantité raisonnable, restent compatibles avec une alimentation équilibrée. Mais le problème, c'est que très souvent, les pop-corns sont préparés avec une garniture riche en huile et en sucre. Ce qui pose problème, c'est quand on dénature le produit d'origine et notamment qu'on rajoute soit beaucoup de matières grasses ou beaucoup de produits sucrés, et c'est surtout quand on en mange des quantités trop importantes. Il faut donc faire attention à ne pas consommer en trop grande quantité des pop-corns sucrés, car ils ont un indice glycémique très élevé. Et quand on a un produit qui a un indice glycémique dit élevé, notre organisme va réagir par rapport à cet afflux de sucre en sécrétant une hormone qui s'appelle l'insuline. L'insuline va faire baisser le taux de sucre dans le sang, ce qui peut provoquer une hypoglycémie et une sensation de faim. 2 heures après, on peut se retrouver finalement avec une petite faim qui peut entraîner une multiplication des grignotages. Et sachez qu'une portion de 100 g de pop-corn enrobé de garniture peut atteindre les 500 calories, soit 1/5 des besoins journaliers d'un adulte. Alors, verdict? On dit oui au pop-corn nature, attention toujours aux quantités, et on est beaucoup plus attentif sur les pop-corn enrobés et par la fréquence et par la quantité. Vous savez maintenant comment la physique explique la transformation d'un grain de maïs tout dur en une douceur aérienne avec laquelle vous pouvez vous régaler, mais toujours avec modération.